Bienvenue au troisième épisode de Comme un livre ouvert, le balado qui invite les plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un romancier, un journaliste, un poète, un biographe et peut-être qu'un jour je deviendrai un dramaturge. Et je me suis dit pourquoi pas inviter l'une des meilleures plumes de théâtre du Québec, Michel-Marc Bouchard. Bonjour. Bonjour Samuel. Je suis honoré que tu acceptes mon invitation pour le balado. Le Merci. plaisir pour moi. Et je vais commencer en étant un peu têteux et je m'en excuse, mais je veux commencer en disant, est-ce que tu es conscient que je suis ici un peu à cause de personnes comme toi? Des Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard, qui, en plus d'un talent d'écriture indéniable, vous avez ouvert la voie à des artistes LGBTQ qui écrivent sur des sujets, des enjeux LGBTQ, sans être confinés à des maisons d'édition obscures et très nichées, sans se cacher. Es-tu conscient que tu as ouvert la voie? Oui, mais d'autres l'ont ouverte avant moi. Tu viens de mentionner Michel Tremblay, je pense aussi à André Brassard, le metteur en scène, qui quand même était un actant dans ce phénomène-là de l'écriture dramatique. Quand j'étais beaucoup plus jeune, un peu plus jeune même que toi présentement, Brassard, on allait présenter les Foliuettes à Montréal. Mm-hmm. Et on habitait à ce moment-là, Brassard dirigeait le CNA et moi j'habitais à Ottawa, c'est qu'on faisait la navette en autobus. Et Brassard m'a simplement dit, à un moment donné, tu t'es rendu compte du courage que ça prend pour présenter les Foliuettes. Et moi, j'étais pas dans une quête de courage, j'étais dans une quête d'intégrité. Mais je pense que j'y ai mal répondu, dans le sens que si j'avais à retourner dans cet autobus-là, je lui dirais... c'est grâce à toi. Mm. Alors, je peux comprendre cette espèce de... C'est grâce à des gens qui, avant nous, ont ouvert des portes qui étaient beaucoup plus difficiles à ouvrir. Moi, je pense que j'ai pu écrire les Foliuettes à cause d'eux. Ouais. Est-ce que la porte était entrouverte La quand tu porte as était écrit les entrouverte et Foliuettes? c'était comme possible. Ouais. Oui, il y avait encore de la réticence. Oui, il y avait encore, mais ça n'avait rien à voir à l'époque avec ce qu'ils ont vécu lorsqu'on la police fermait les bars, lorsqu'on les accusait de tous les noms. Puis les descentes de police dans les bars gays, c'est juste que dans les années 90. Absolument, que ça s'est poursuivi. C'est fou. Alors, ce qui fait que la seule chose sur laquelle on s'entendait pas vraiment, c'était que lui disait, écoute, ça va être les Foliuettes va être reçu uniquement par le ghetto. Il disait, ça va être plein de petites moustaches avec, on appelait ça des perfectos, des petits côtes en cuir. Mais finalement, non, c'est absolument pas. Puis moi, je n'étais pas d'accord. Écoute, j'ai pris tous les éléments du drame populaire. Ouais. Et après, du drame lyrique aussi. Et je pense que ça va toucher tout le monde. Tu sentais que ça allait, d'un point de vue émotif, ratisser large. Absolument. Ouais. Absolument. J'étais sûr que c'était avant tout une pièce sur l'amour. Mm-hmm. C'était pas une pièce sur une identification de genre. Absolument pas. Puis l'amour l'amour amoureux autant que l'amour familial, l'amour amical, c'est sur plusieurs plans que tu allais explorer ça. Absolument. L'amour maternel, Ouais. la jalousie, l'ambiguïté, la bisexualité. Il y avait un peu tout ça là-dedans. Mais cette reconnaissance-là de est-ce que j'étais conscient que j'ouvrais des portes, c'est une chose dans laquelle je me suis refusé très longtemps. Mm. Je voulais pas que l'œuvre soit étiquetée gay. D'ailleurs, la première fois qu'on a discuté, toi et moi, c'était en août 2017. À l'occasion de Fierté Montréal, la presse m'avait demandé d'écrire sur qu'est-ce que l'art LGBTQ+. Et tu m'avais dit que quand on te proposait de parler de tes œuvres dans une anthologie LGBTQ+, d'essayer de prendre mes œuvres et de les mettre Ouais. intégralement dans des anthologies, j'étais pas d'accord. Puis est-ce que tu refusais carrément l'étiquette artiste LGBTQ+, à l'époque? Elle a gagné des lettres de noblesse, je dirais maintenant. Alors qu'à l'époque, je finissais dans un bas d'étagère dans une librairie. Ouais, Je hein? finissais dans un seul secteur. Je finissais même pas dans le département, dans la section théâtre. Ouais. Et ça, je voulais que l'œuvre soit reconnue pour ses qualités littéraires, pour ses qualités dramatiques, et non pas uniquement pour la définition, comment je peux dire, identitaire des personnages. Ouais. Parce que le grand public, s'il n'a pas le réflexe d'aller voir la petite étagère LGBTQ+, il va passer à côté de beaucoup d'œuvres. Moi, je me dis, mes romans, mettez-le dans la section LGBTQ et romans québécois, jeunesse, adulte, peu importe, mais ne nous ghettoisez pas. Oui, il y avait ça déjà sur lequel mais
Après coup, moi, je faisais une différence entre l'œuvre et ma personne. Ouais. Ce qui veut dire que je me suis beaucoup impliqué, que ce soit Émergence, Gris Montréal, Gay Écoute. Je veux dire, j'ai eu le prix Laurent McCutcheon, dans le sens que j'ai vraiment, en tant que personne, vraiment collaboré, aidé, soutenu, prêté mon nom. Mais l'œuvre, je faisais une différence, dans le sens qu'il fallait qu'elle demeure que ça s'adresse à le public le plus large possible. Parce que quand on te cantonnait là-dedans, c'est comme si ça restreignait le sens ou la portée de ce que tu voulais transmettre. Absolument, comme si c'était uniquement un éditorial. Alors, Ouais. une pièce de théâtre, c'est autre chose qu'un éditorial. C'était pas du militantisme pour Pas toi. du tout. Pas du tout. Moi, c'est juste une question d'intégrité. Et dans Les Feuillettes et dans les autres œuvres, j'ai parlé de l'amour comme n'importe quel hétérosexuel parle de l'amour. D'ailleurs, ma blague à l'époque, c'était de dire Shakespeare est un très grand auteur hétérosexuel. Ouais. C'est une grande pièce hétérosexuelle. Non, mais ça se dit pas. Ben, si ça se dit pas ça, pourquoi ça se dit de mon travail? Mais est-ce qu'il comprenait? Parce que moi, j'ai l'impression que même dans les années 2010, maintenant 2020, on pourrait utiliser le même argument pour faire comprendre aux hétéros le côté un peu ridicule de l'étiquette œuvre homosexuelle. Et je pense que ça s'est joué à deux. Je pense que ça s'est joué autant de la communauté que de demander une reconnaissance. Et après ça, ben, de l'autre côté, je dirais la grande majorité de la population. Je pense que ça s'est joué à deux. Qu'on a revendiqué aussi que le label existe, que l'identification existe. Ouais. Alors, je pense, c'est ça, qu'il y a cette dialectique qui se poursuit. Puis pendant très longtemps, sans nécessairement parler de militantisme, il y avait une volonté de la part des médias d'aller chercher des artistes ou des personnalités publiques LGBTQ+, qui étaient engagés, qui étaient capables de s'exprimer sur beaucoup de sujets. Puis tu m'avais raconté, lors de cette première entrevue, que on faisait appel à toi pour tellement de thématiques que tu devais faire le tri. Mais là, depuis quelques années, on est beaucoup plus des artistes et des personnalités de la communauté. Est-ce que tu te sens un peu moins tout seul, sans dire monter au front, à devoir mettre en contexte, expliquer, revendiquer? Te sens-tu moins seul? Je dirais que, c'est drôle, ce qui me vient comme réponse, c'est étonnant. C'est comme si je l'ai laissé aux autres. C'est pas que je me sens moins seul, c'est que je me suis retiré. J'ai pas à défendre, autrement dit, ce point de vue-là. Présentement, dans Embrasse, ma pièce qui va se terminer au TNM, je sais pas quand tu vas diffuser, mais... Quelques jours après la fin des supplémentaires. Alors, Embrasse, c'est la première fois d'ailleurs, qu'il y a deux personnages dont l'identification ne cherche pas. C'est Yves Saint-Laurent et le petit Hugo dans ma pièce, et ils ne cherchent pas leur orientation sexuelle. C'est clair, ils sont homosexuels tous les deux. Jamais c'est mentionné. Il n'en est pas question. En plus de ça, c'est deux homosexuels qui les jouent. Et c'est comme ça n'a pas fait une ligne. Ça n'a pas fait... Alors, c'est comme quand on met des fois trop la thématique en face du monde, c'est là que finalement, ça ne devient que ça. Alors que dans Embrasse... On va tellement ailleurs. On va ailleurs, mais c'est acquis. Oui. C'est acquis, c'est là. C'est qu'on peut soit le... Ce sont des personnages à part entière qui n'ont pas existé dans leur définition d'orientation sexuelle. On les regarde pas seulement dans le prisme de l'orientation. Absolument pas. Mais c'est dans les aspirations, dans leur relation à la mère. À la beauté, à la mère. Ouais. À s'exprimer à travers l'art. J'ai lu, je pense, il y a quelques jours sur Facebook, que tu avais écrit cette pièce-là, du moins le personnage d'Hugo, en pensant à Théodore Pellerin. Puis tu allais le voir en lui disant que tu acceptes ou pas, que tu puisses ou pas, sache que je l'écris en pensant à toi. Est-ce que c'est fréquent d'écrire pour des acteurs, des actrices? Au début de la carrière, au début de l'écriture, à vrai dire, on remonte à plusieurs années. Non, c'était pas... j'avais la prétention d'entendre que ma voix. Avec le temps, j'ai eu des muses. Et j'accepte maintenant véritablement d'avoir des muses. Et très tôt dans le processus, comme exemple pour Embrasse, parce que c'est la plus récente, je savais que je voulais Anne-Marie, que je voulais Théodore, Anne-Marie Cadieux, que je voulais Yves-Jacques. Alors, ce qui fait que très tôt, on s'est rencontrés, si ce n'est qu'il y avait peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de pages. Mais c'était juste pour m'imprégner de leur voix. Imprégner aussi, puis en même temps, c'est créer cette espèce de relation qui a duré presque 2 ans avant l'aboutissement du spectacle. À cause de la pandémie?
Ou ça Non, aurait mais je l'ai pris ce toujours fait. temps-là? J'ai toujours fait. Je l'ai fait pour Laurier Godreau. Je l'ai fait, qui fait qu'on arrivait quand même à se voir malgré la pandémie Ouais. lorsqu'il y avait des relâchements. Et on a pu faire différentes lectures des versions précédentes à celles qu'on joue. Et nous avons joué la version 14B. Mais ça, il y a eu 14 versions, même 15, si on parle de la 14B. Nous autres, ça nous fait rire parce qu'on dit ce soir, on ne joue pas en brasse, on joue la 14B. Ah ouais. Mais on a lu la 2, la 6, et c'est un processus qui est pour moi maintenant très important. C'est comme si, quand on compose un opéra, on a besoin de savoir très tôt qui va chanter. Ouais. Parce que la voix est un instrument pour chaque acteur, pour chaque chanteur, unique. Et c'est intéressant de voir comment tu vas organiser ton quatuor ou ton... La voix, les harmonies entre les voix des acteurs, les modulations d'un interprète, C'est extrêmement inspirant. ça vient imprégner ton écriture. Absolument, absolument. Et aussi, bien sûr, comme je les rencontre en vrai, Ouais. il y a aussi leur physicalité, leur interrelation. Leur énergie. Qui fait que tu pars avec ça. C'est normal de dire c'est ma pièce, pas une création collective, mais ce qui fait que ça m'habite, ce qui fait que ça nourrit vraiment ma schizophrénie. Elle devient polysonore. Quand j'entends version 14B, je le sais qu'il faut réécrire, peaufiner, mais est-ce que 14 versions, c'est une moyenne habituelle pour toi ou c'est plus ou moins qu'avant? Ben, je dirais que dans le cas d'Embrasse, il y en a eu moins. OK. Dans le cas de Thomas Laferme, il y en a une vingtaine, c'est sûr. Dans le cas de Laurier Godreau, une vingtaine. Je pense que La Divine Illusion, c'est celle qui en a eu le plus. Je pense que c'est 28. Qu'est-ce qui explique qu'une pièce a besoin de beaucoup plus de versions que d'autres? Ben, c'est parce que c'est un inconnu qu'on apprend à connaître. Puis je dirais que des fois, lorsque, je sais pas, moi, dans La Divine Illusion, il y a quand même près de 12 rôles. Ouais. Ce qui fait que tu as 12 marches à prendre, même si c'est des petits rôles, tu as aussi une histoire complexe à plusieurs niveaux. Ce qui fait que c'est pas qu'on corrige, c'est qu'on poursuit. Ouais. On Et moi, normalement, tu approfondit. changes un élément d'intrigue ou un élément, tu dois repartir à zéro. Parce que cet élément-là doit faire partie de la lecture finale Ouais. du spectateur. Alors, ce qui fait qu'un changement d'une information, de jour, de ton, d'action, puis on est des fois un peu comme des... Comment je peux dire? Donc, on est des chercheurs qui fait que ce détail-là t'échappe. Pourquoi il t'échappe? Pourquoi il t'échappe? Et ça devient... Dans Embrasse, mais ceux qui n'ont pas vu la pièce, ça, il y a une question de lettre d'acceptation d'une école de couture. C'était juste une petite information et qui a fait « Ah, là, probablement, se trouve mon dénouement. Mhm. Alors, je réécris en fonction de ça. Donc, dans le sens qu'il faut apprendre à se lire. Une pièce comme La Divine Illusion demandait plus de temps pour que tu l'apprivoises et que tu Absolument. l'approfondisses. Oui, c'est gros, La Divine Illusion. Ouais. C'est une époque, C'est ça, il y a le côté historique aussi qui vient Oui, il y s'ajouter a au la défi. dimension de l'Église, la dimension de l'art, du théâtre et la dimension des usines. Alors, c'était comment tout ça allait s'imbriquer. Puis, je fais une parenthèse. Est-ce que tu sais si La Divine Illusion va être remontée? Je sais que ça fait pas de nombreuses années, mais je l'ai tellement aimé que j'irai la revoir demain matin. Ici, je ne crois pas pour l'instant, mais c'est beaucoup monté dans les universités américaines, étonnamment. Oui, parce qu'elle a été créée en anglais avant. C'était créé au Shaw Festival. C'était une commande du Shaw Festival dans Niagara-on-the-Lake avec une amie proche, Jackie Maxwell, qui a monté ça dans un théâtre magnifique, le George, qui est un théâtre de l'époque de Sarah Bernard. OK. Et c'était vraiment créé pour eux. Ensuite, il y avait la suite avec la création française au TNM. Sans rien enlever au TNM, est-ce que le fait d'être dans un théâtre de l'époque de Sarah Bernard ajoutait une couche de sens? Dis-moi, en tant que spectateur, c'est extraordinaire. C'est un peu comme, exemple, le Capitole maintenant, mais pas trop affecté. Oui, mieux préservé. Mieux préservé, oui. Ouais. Ouais. Puis revenons à Embrasse. Il y a eu 14 versions B. Qu'est-ce qui explique que tu l'as apprivoisé plus rapidement? La pandémie, je pense, a fait en sorte que j'étais beaucoup plus isolé, beaucoup plus de solitude. Et aussi, c'est une pièce où il y a beaucoup de récits. Alors, ce qui fait que elle avait moins de complexité. Il y a seulement 5 personnages. Aussi, c'est un peu plus simple à apprivoiser. Oui. Puis, on s'est vu 1 an après notre première entrevue. On était réunis dans la cour arrière chez Christine Brouillette parce que Christine et Geneviève Lefebvre ont dirigé un collectif de 13 auteurs. Ça s'appelle 13 à table. On devait tous écrire des nouvelles qui parlent de bouffe ou de restaurant.
Et comme Christine aime beaucoup recevoir, beaucoup faire à manger, elle nous avait tous et toutes réunis. Et durant cette soirée-là, j'avais vu à quel point tu me semblais très à l'aise socialement, à quel point tu racontais des histoires J'étais gênant? très drôles. Non! Puis t'imites beaucoup les gens. Et je dirais pas qu'ils t'imitent pour pas te mettre dans l'embarras, mais ça reste un moment marquant dans ma vie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que tu avais une formation en jeu, que tu as été un acteur probablement avant d'être un auteur. En même temps. En même temps, En même temps, oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas poursuivi ou que tu n'as pas voulu continuer dans la voie de l'acteur? Oh mon Dieu, plusieurs réponses à ça. Premièrement, j'avais des problèmes de mémoire. Ouais. J'ai encore des problèmes de mémoire, dans le sens, j'entends mémoriser un texte. Ouais. J'ai de la difficulté à m'auto-citer même. Je suis pas capable d'être référentiel ou rarement par rapport à mes propres textes. Fait que j'ai comme ce problème-là de mémoire, presque des fois à la limite de la dyslexie, mais que j'ai su avec le temps surmonter. D'autre part, il y a le fait que la carrière d'auteur prenait de plus en plus de place et quelqu'un m'a dit, ben soit on joue, soit on écrit. Et ça m'avait beaucoup marqué. Dans quelle année qu'on t'a dit ça? Début des années 80. J'ai l'impression qu'on le dirait moins aujourd'hui. On le dirait moins maintenant. Mais à l'époque, je pense quelque chose de plus sectaire, dans le sens où tu écrivais ou tu jouais. Et d'autre part, je suis avant tout un acteur comique. Je suis pas un acteur dramatique. Je ne serais pas capable de jouer quelque chose qui est dramatique. Tu aurais pu faire carrière comme acteur comique. Absolument. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de comédie de l'art à masque. Ouais. Quand j'ai enlevé le masque, je disais, personne ne m'a engagé. J'aurais dû garder le masque. Non, ça, c'est une blague. Mais c'était un peu les grandes... C'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer. Puis en passant, j'étais pas dans... Quand j'ai arrêté de jouer, j'étais pas dans le showbiz montréalais. J'ai joué à Ottawa. Ouais. J'ai joué dans les tournées dans toute la Franco-Ontarie. J'étais avec le Théâtre de la Vieille 17, avec la Corvée, avec le Trillium. Ce qui fait que c'était un peu un circuit fermé, finalement, où j'ai joué. T'as pas été tant connu comme acteur. J'ai jamais joué à Montréal. Ouais. Alors, ce qui fait que c'était pas... je suis arrivé ici avec... D'ailleurs, moi, je suis arrivé plus tard que mes œuvres. Les Feuillettes ont été créées, j'habitais pas ici. Puis, est-ce que, étant donné que tu as quand même travaillé comme acteur pendant des années, tu as développé des habiletés, des réflexes, une façon de voir un texte, quand les acteurs, les actrices jouent tes mots, est-ce que ça arrive des fois que tu fasses comme « et que je l'aurais pas joué comme ça ». Écoute, j'ai quand même un privilège et même, je trouve, un devoir par rapport à mon propre travail, c'est-à-dire que je suis présent aux premières lectures, en répétition. Je suis présent aux enchaînements et je donne toutes mes notes, toutes mes notes au metteur en scène. Ouais. Parce qu'il y a une espèce d'éthique qu'on doit respecter dans une salle de répétition, c'est que l'auteur, à moins qu'on l'y invite, ne doit pas déstabiliser le rôle du metteur en scène. Même s'il n'est pas d'accord avec des choses, même si, il en parlera au metteur en scène. Et c'est lui qui fera la courroie de transmission avec les acteurs. Un peu comme pour ne pas défier son autorité? Il y a ça, puis en même temps, pas troubler l'acteur qui est dans une telle démarche. Le metteur en scène dans une relation quotidienne, immédiate avec lui. Ce qui fait que quand moi, j'arrive un peu, l'auteur arrive un peu, des fois un peu, avec la figure de belle-mère, désolé pour l'image, mais c'est précis, qui fait que c'est un peu un visiteur. Et l'auteur ne sait pas véritablement où est rendu l'acteur dans ce cheminement-là. Ouais. Et souvent, ces notes-là que j'ai sont... Le metteur en scène va dire « je le sais, on y travaille. » Ou encore « OK, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas vraiment vu comme ça. Alors, je vais essayer Mais tu bouscules pas un acteur dans son cheminement. » Mais est-ce que tous les metteurs en scène sont aussi ouverts à tes commentaires? Ben ici, entendons-nous, on se choisit, là. Dans le sens que j'ai quand même le privilège de choisir avec qui je vais travailler. Comme à qui tu confies tes textes. Donc, dans le choix, dans la sélection, il y a le critère de cette personne doit être ouverte à collaborer avec moi. Absolument. D'ailleurs, il y a comme comment je peux dire, une exigence que j'apporte, c'est-à-dire lorsque je vois le premier enchaînement, puis même jusqu'à une semaine de la première, l'auteur, moi, j'ai le droit de couper ce que je veux et le droit d'ajouter ce que je veux. Mais une semaine avant la première. Je peux arriver avec un monologue, je peux arriver avec qu'on coupe des scènes. Tu peux ajouter des bons bouts de texte, alors? Dans Brass, on a coupé de quoi 2 jours avant. Couper, c'est une chose. Ajouter à la mémoire d'un acteur, c'en est une autre. Ouais, mais c'est parce que ça devient très organique. Si l'ajout fonctionne,
C'est une continue. Ça va Mais se j'ai jamais placer fait dans le le coup, cerveau. à vrai dire, là, ça fait bien spectaculaire ce que je dis, mais j'ai jamais fait le coup d'arriver avec un monologue, genre un gros monologue une semaine avant. Ouais. Quoi qu'on l'a fait à l'opéra, étonnamment. Ouais. Un ajout important. Un ajout important 2 semaines avant, mais le monde n'avait jamais vu ça parce que l'opéra, c'est très lourd, il faut que la musique soit composée. Et le compositeur et moi, on a dit, on y va, on le fait. Puis il a réussi à orchestrer, puis on a réussi à faire quelque chose en 2 semaines qui était... Et c'est un des bons moments de l'opéra, d'ailleurs. Les interprètes ont bien réagi à cet Absolument, ajout? il était trooper, il disait, oui, j'y vais. OK. Oui, ça fait que... Et je parlais de ton bagage d'acteur sur ta façon de voir ceux qui jouent tes mots jouer eux-mêmes, mais est-ce que ta compréhension de c'est quoi jouer sur scène, parce que tu écris principalement pour le théâtre, est-ce que ça vient influencer ta façon d'écrire dans les premiers jets, dans les nouvelles versions? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, parce que j'ai une tradition orale. Je ne viens pas vraiment d'une tradition littéraire, dans le sens que la grande culture littéraire n'était pas présente chez moi. Ouais. Elle était un peu présente au séminaire. Ça a peut-être été la première relation que j'ai eue avec la grande littérature. Alors, je viens de l'oralité. Je viens des conteurs, je viens de la parole, je viens de cette musicalité-là. Je viens aussi des mononcles qui savaient faire des blagues. J'ai eu des maîtres en humour. Avec le rythme, avec les le ongles, punch. avec ce qu'il fallait, avec la moquerie, avec... Bon, alors, je viens de cet univers-là. Après ça, oui, doublé peut-être d'un acteur, mais c'est pour ça que quand j'écris, je re-questionne après ça, d'une façon peut-être plus organique qu'intellectuelle, l'efficacité scénique. Par exemple, quand j'écris un monologue, quand j'écris, j'ai l'impression qu'un récit ou des dialogues, que je le fais, le geste, là, j'écris de la musique. Qui doit avoir un sens, mais j'écris de la musique. Oui. J'écris pas de théâtre, mais dans mes romans, dans tout ce que je fais, j'ai l'impression qu'il y a une musicalité parce que j'ai un bagage musical. Est-ce que tu en as un aussi? Non. Jamais été musicien à l'école ou quoi que ce soit? Non. Pas un chanteur... Non, j'ai essayé la guitare, c'était une catastrophe. Ah ouais? Ouais. Puis chanteur, oui, j'ai chanté beaucoup. Ah. D'ailleurs, on m'engageait parce que je chantais. Donc, il y a sûrement une conscience de la musicalité. Oui, la musicalité, absolument. Ouais. Absolument. Là, on enregistre cet épisode en octobre 2021. Tu as quelques années d'expérience derrière la cravate. Est-ce que quand tu regardes comment tu as évolué à travers le temps, quand tu analyses ta plume, est-ce que tu vois des erreurs que tu ne fais plus ou des choses que tu fais mieux? Je trouve le mot erreur un peu lourd, j'avoue. Chaque pièce a son parcours particulier. J'ai tenté autant j'ai écrit des comédies qui ont très bien fonctionné. J'ai écrit des pièces beaucoup plus avec une approche stylistique, un peu champ gauche. Je pense, entre autres, Sous le regard des mouches, les manuscrits du déluge. Il y a eu une période dans ma quarantaine où j'ai voulu vraiment approcher quelque chose de beaucoup plus... J'avais comme le luxe aussi de pouvoir approcher des œuvres où je questionnais beaucoup plus la forme que le contenu. Ouais. Alors, ce qui fait que je pense que tout ça a fait que j'ai pu, je sais pas, poursuivre cette quête. Mais, je sais pas, 50 ans, en discutant avec des amis, est arrivée cette phrase qui est encore présente dans mon travail maintenant. Et je l'ai écrit devant sur mon... je l'ai écrit sur mon bureau. N'oublie pas que le public est venu aussi pour jouer. Dans le sens que je fais du théâtre. Ce qui fait qu'il est important pour moi que le public ait une part active à la représentation. Si ce n'est que l'amener dans une histoire, lui donner des éléments d'arguments, les amener dans un suspense, les amener dans... Pour moi, c'est très important qu'il ait, à quelque part, bizarrement, une part active. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour laisser la place au spectateur? Un rôle au spectateur? Pas faire? Oui. Je dirais le postulat. Je vais vous dire quoi penser. Et ça, je trouve que... je vais vous dire comment le penser et quoi faire. Ça, je trouve que... J'appelle ça du tapissage de salle, dans le sens que... et écoutez-moi, c'est beau ce que j'écris. J'ai un peu un problème avec ça. J'ai un problème avec les curés. As-tu déjà flirté avec le curé dramaturgique? Non. J'oserais dire peut-être une pièce où je trouve que
C'est une pièce, La poupée de Pélopia, que j'ai réécrit après, qui s'appelle Des yeux de verre, où j'ai tenté, quand j'ai refait l'écriture, parce que c'est rare en tout cas qu'un auteur ait la possibilité et C'est le rare que tu privilège. réécris Oh, oui. une pièce Je peux déjà... corriger, mais pas réécrire. C'est ça? À ce point-là, parce que j'avais jugé le personnage. Et je trouvais ça pas intéressant qu'un personnage soit jugé du début à la fin. C'est un homme qui a violé sa fille. Et sa fille revient demander, avec la vengeance au cœur. J'ai réécrit Les yeux de verre et j'ai pas été capable, encore une fois, de trouver l'humanité dans ce geste. Autrement dit, j'ai écrit 2 pièces qui disaient à la fin la même chose. Ouais. C'est une âme misérable, c'est une âme misérable. J'ai pas réussi J'ai essayé de trouver dans l'écriture la rédemption, parce que j'avais l'impression d'avoir écrit une œuvre qui était un poids parce que j'essaie la plupart du temps que chaque personnage ait son humanité. Puis est-ce que ça te pousse, parce que tu as l'impression de ne pas avoir réussi à retirer la pièce de la circulation? C'est sûr que j'encourage pas toujours à ce qu'on la monte, mais je sais qu'il y a des très, très belles productions, mais qui viennent avec un éditorial. Il n'aime pas que les pièces viennent trop avec un éditorial. Tu sais, c'est très... il y a un label inceste qui est très fort. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres de tes pièces? Parce qu'il y a des romanciers qui aimeraient ou qui font disparaître leurs premières œuvres, des dramaturges, des scénaristes, etc. Est-ce qu'il y en a au fil de ta carrière que tu t'es dit, celle-là, c'est non, je veux plus qu'elle existe, je veux plus qu'elle se rende aux gens? Étonnamment, il y en a une que maintenant je suis extrêmement difficile. C'est Les Feuillettes. Pour vrai? Que j'accorde les droits maintenant difficilement. Les Feuillettes ont été montées avec une espèce d'urgence, avec une espèce de nécessité. Les dernières productions qu'il y a eu des Feuillettes, moi, j'ai été consterné parce que je trouvais qu'à part la dimension décorative de la pièce, il n'y avait plus cette nécessité-là. Dans le sens qu'il n'y avait plus la nécessité de raconter, d'être vraiment dans une histoire d'amour avec ce que ça comprend de déchirant, de noirceur, et en même temps de beauté. Ce que j'ai vu, c'est surtout des gars qui portaient des robes. Et ça a fait, c'est pas un show de cabaret. Et c'était devenu un peu ça. Les dernières productions que j'ai vues avaient le côté, on est bien content de porter une robe. Et c'était comme, je pense que la pièce, elle va au-delà de ça. Et c'est pour ça que je suis devenu très, très... comment je peux dire? Donc, je fais attention. Donc, si un metteur en scène ou du moins une production te dit on veut monter ça en mettant l'accent sur le propos et non pas sur l'aspect décoratif, comme tu le disais, serais-tu encore ouvert? Oui, ça va dépendre aussi de la nécessité de le monter. Mais c'est rendu une pièce assez décorative et ça me tape ses nerfs. Ah. Ouais. J'ai jamais vu Les Feuillettes. Fait que ça se peut que je la vois jamais ça se pourrait. en live. Ça se pourrait. On sait jamais. J'ai pas dit que je la retire de la circulation. Ouais. Je dis juste qu'il faut que le projet soit très sérieux maintenant pour accorder les droits des Feuillettes. Puis il y a des gens qui peuvent penser que tes débuts viennent avec Les Feuillettes parce que c'est la première pièce qui a marqué les gens à Montréal. Ouais. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la contre-nature de Chrissy Tanguay, écologiste. Mais puisqu'on s'est rencontrés à ce sujet-là, de tes premières pièces, je sais que le premier texte monté sur les planches, ça avait été écrit à la fin des années 70, quand tu étais au cégep de Matane dans tes études en tourisme. Oui. Et tu avais 18 ans. Ça s'appelle Dans les bras de Morphée Tanguay. C'est bien ça? Oui. La première fois que tu entends tes mots résonner dans un théâtre, qu'est-ce qui t'habite comme émotion? Il y avait eu 2 pièces avant ça parce que je dirigeais la troupe du cégep. Ouais. Il y avait eu, j'ai toujours eu à cette époque-là, j'étais vraiment fort dans mes titres, là. Mortadelle, qui était une pièce sur la mort. Oui. Et il y a eu après ça Angélus, qui était une pièce sur, je dirais, sur notre relation en tant qu'humain avec Dieu. Tu m'as même pas dit ces pièces-là quand on s'est rencontrés pour la presse. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je te gardais des surprises. Ensuite, il y a eu... Pourquoi Dans les bras de Morphée Tanguay a été... Comment je dis ça? C'est une production puissante pour moi. Ouais. C'est que à partir des 2 autres pièces, j'ai comme découvert que les mots, c'était porteur.
que les mots étaient puissants, Mhm. que la poésie, me suis comme donné la permission d'avoir une réflexion sur le monde, d'avoir une poésie, et elle était reçue, dans le sens que les gens... Écoute, on était quand même un cégep de Matane, Mhm. OK? On a fait un triomphe au printemps des cégeps. On appelait ça comme ça à l'époque. Je pense que c'est un cégep en spectacle, en tout Ouais. cas. Mais vraiment, écoute, j'ai eu 3 pages dans la revue Mainmise, Cégep en propos, tu sais, dans le sens sur qu'est-ce qui se passe à Matane. Mm. Et ça, qu'est-ce que tu veux? C'est une moi, je veux dire, une meilleure claque dans le dos qu'on peut avoir pour poursuivre. Et la pièce, pour la raconter rapidement, c'est l'histoire de Morphée, qui naît c'est sa mère qui a des coups dans un emballage cadeau dans le bas d'un arbre. Autrement dit, c'est pas un cadeau. Pour elle, c'est un accident. Et elle est élevée en conflit de personnalité avec le chien de la maison. Et finalement, bon, c'était toute une satire sur l'éducation. Écoute, j'étais tout jeune, ça fait que je peux même me permettre. Et à la fin du premier acte, elle se lance devant une voiture. Deuxième acte, on reprend tout depuis le début, mais dans sa tête. La frustration, les gamètes mâles, les femelles, l'aspiration, les désirs, qui étaient comme représentés comme des allégories, où on reprend le début de la pièce et on le voit à travers toute la dynamique qui se passe dans son cerveau. À la fin du deuxième acte, là, tout son cerveau se voit arriver, comment je veux dire, être frappé par la voiture. Ouais. Et le troisième acte, c'est la réalité et notre conscience, l'inconscient et le conscient. T'avais quel âge quand t'as écrit ça? J'avais quoi? Attends, 20 ans? J'ai envie de dire, Colin. Oui, j'avais 20 ans. Oui, j'ai retrouvé des passages récemment. Aimerais-tu la revoir sur les planches, celle-là? Mais j'aimerais la revoir comme à l'époque. Ouais. J'aimerais la revoir dans notre candeur, dans le geste pur. Ouais. Ouais, j'aimerais, oui. Mais c'est dommage parce qu'à part des photos, il n'y a pas de documents. Il n'y a pas eu de captation de Non, ça. pas à l'époque, non. C'est dommage. Puis, tu as écrit des scénarios, des adaptations de tes œuvres, tu as écrit de l'opéra, mais n'empêche qu'assez rapidement, tu as choisi de te concentrer sur l'écriture dramaturgique. Pourquoi c'est ton premier réflexe d'aller vers écrire du théâtre? Récemment, j'ai dit à des amis, parce que je l'ai vécu durant, comme tout le monde, durant la crise de la COVID, et on le vit un peu au théâtre présentement. J'écris du théâtre pour la fête. J'écris du théâtre pour la célébration. J'écris du théâtre pour la rumeur avant le spectacle, le silence pendant la représentation et la fête après. Je pense que c'est ça. Je pense que je suis vraiment pas un animal party, mais j'aime que... Selon ce que j'ai vu chez Christine Brouillette, je pourrais dire que oui. J'aime que la représentation soit je veux dire, une excuse à la fête, à la rencontre de l'autre. Parce que c'est ça qui est formidable en théâtre, c'est que tout est un processus d'aller vers l'autre. Dans le sens que la pièce, c'est une partie infinie, pas inachevée d'une œuvre. On n'achète pas vraiment du théâtre pour le lire, on achète du théâtre quand on pense le jouer. Ouais. On va lire du théâtre parce qu'on veut le jouer. Et de ce sens-là, le processus de la communication entre l'écrivain et le public est extrêmement complexe, dans le sens qu'il y a le metteur en scène aussi, avec l'auteur, choisit un casting. Déjà, le casting, tu rentres dans ce que Chéreau appelait les accidents artistiques, dans le sens que il y a une alchimie. Ouais. C'est pas même si tu vas prévoir les choses, ben, tu peux pas prévoir les interrelations entre les acteurs et entre ce qu'ils vont faire des personnages. Et après ça, tu as le public. Ce qui veut dire que c'est une série d'abandons. Mais en même temps, c'est ce qui en fait quelque chose de profondément vivant. Mais comme tu écris pour la fête, si, à travers ta carrière, il y a des pièces qui ont moins rejoint le public, est-ce que ça remettait les choses en question? Bien, ça remettait peut-être... Mon Dieu, les gens doivent trouver ça bizarre, ce que je viens de dire, dans le sens que j'écris pour la fête. Moi, j'écris pour aller vers l'autre, et des fois, il y a des multiples. Dans le sens que, si ça remettait en question, ben, il n'y avait pas de fête. Mais ça te disait pas hey, « je pense que je vais arrêter ». C'est pas allé jusque-là. Non, jamais. Non, jamais. C'était plus présent récemment. OK. Ouais. Pourquoi? Bien, je pense que je passe une période où je suis un peu repu.
Et c'est correct. C'est bien. Je peux avoir le privilège de dire, présentement, moi, j'ai besoin de l'éponge est Ouais, assez... t'as besoin de vivre. oui, puis il y a quand même plein de projets qui sont déjà écrits, qui ne sont même pas encore produits. Mhm. Il y a un opéra quand même en mars prochain à l'Opéra de Montréal, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites parce que notre travail est toujours... comment je peux dire, on est vraiment très tôt dans le processus. Ouais. Je parlais tantôt d'Embrasse il y a 2 ans. L'opéra, ça fait 3 ans et demi qu'on est dessus. Ce qui fait que... Voilà. Est-ce que ça se pourrait un jour lire un roman de Michel-Marc Bouchard? Les chants des sirènes de la prose se font de plus en plus pressantes. Ah ouais? Ouais, mon éditeur m'a demandé d'écrire mon autobiographie Hmm? et je l'ai commencé, mais sous forme de nouvelle. OK. Je ne veux pas faire quelque chose en continu. Et à part un chapitre, ce sera tout avant 18 ans, Pourquoi? par ses fondateurs. Fait que tu vas Le raconter reste- le Michel-Marc avant 18 ans. Ouais, le reste, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, documenté. Il y a eu beaucoup d'entrevues, il y a eu Ouais. beaucoup de choses. Mais ça, ce qui est fondateur, du moins en tout cas, avec un retour bienveillant sur sa propre enfance et son adolescence, je pense que j'en arrive à ce moment-là, à ça maintenant. Quand tu dis que ce serait sous forme de nouvelles, est-ce qu'on est dans l'autofiction ou on est dans le récit biographique Je pur? l'écris au il, c'est très étonnant. J'arrive pas à l'écrire au je. Ah ouais? Ouais, je suis pas un écrivain du jeu. Peut-être parce qu'il y a une déformation théâtrale où Ouais. il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de narrateur. Alors, ce qui fait que je l'écris... Oui, il y a un narrateur qui est moi, mais je l'écris au il, C'est drôle, j'écris tout le temps au à jeu. troisième personne. Ah ouais. Des projets récents qui étaient pour la première fois des trucs sur moi étaient bien sûr écrits au jeu, mais tous les autres romans purement dans la fiction, je me mettais dans la peau des personnages, dans leur cœur, dans leur tête. Moi, le jeu est très confortable, mais par contre, le roman qui est en cours d'écriture, j'ai 2 îles. Attends, non, c'est même pas vrai. Je me mets dans... C'est 2 narrateurs, puis c'est au jeu. Fait que je suis toujours dans le jeu, toi, t'es toujours dans le île. Ouais, mais je te dis présentement, pour toucher à la prose, Ouais. là, présentement, je me sers de la troisième personne. Mais peut-être que je vais m'apercevoir que plus je vais avancer dans l'exercice, plus je vais le trouver peut-être hypocrite, le il. Puis je vais peut-être aller au jeu. Hmm. Mais présentement, il m'arrange. Puis on pourrait lire ça quand? Oh, dans 5 ou 6 ans. 5, 6? Ah, c'est un long processus, ouais. OK. Ouais, mais c'est parce que, quelque part, je suis un amateur. Je suis un homme de théâtre, je ne suis pas un homme de prose. Alors, ce qui fait que pour moi, je considère que c'est vraiment très costaud. Pour moi, c'est un défi de vie, là. Ouais. J'ai jamais fait ça. Puis un roman qui ne porte donc pas sur toi, est-ce que ça aussi, ça t'interpelle? Je vais retomber dans mes vieilles habitudes, je vais faire du théâtre. Ah ouais? Oui, oui. Si j'ai à aller vers une fiction, non, c'est pas mon métier. Mais est-ce que ça te Ça parle? doit faire drôle aux gens Ça d'entendre te que c'est pas parle, mon mais t'as métier. peur, puis tu y vas pas? Ou ça te parle pas tant que ça parce que tu sais que le théâtre te parle beaucoup plus fort? J'adore lire les romans, mais je lis ça comme un lecteur, Ouais. un lambda. Je suis pas... Comme exemple, je pense que j'ai jamais fait de jury de roman. Mhm. Je fais juste des jurys de théâtre. Mhm. Ouais, parce que je trouve que j'ai pas... oui, je suis un bon lecteur, je suis capable d'avoir une opinion sur ce que je lis, mais je suis toujours fasciné par quelque chose qui est pour moi intouchable ou inatteignable, je sais pas. Parce C'est pour que ça en que même c'est- temps, tu as tellement de formes d'écriture, l'opéra, la scénarisation, le théâtre, tu as fait de la nouvelle aussi dans Ouais, mais- Très à table. Oui, Fait que t'en as peut-être. peut-être assez. Hein? T'as peut-être pas besoin d'ajouter une Mais forme c'est de tout plus. le concept du narrateur qui est pas dans ma vie. Hein? Je sais pas comment le dire, ça fait pas partie de ma démarche Ouais. artistique, le narrateur. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement difficile. Ouais. Puis quand tu vois une pièce comme L'Ami ou Laurier Gaudreau s'est réveillé, être adaptée pour une mini-série télévisée par Xavier Dolan, les tournages, c'est ces jours-ci qui sont en train de se terminer en octobre. Est-ce que parfois ça te donne envie d'écrire directement pour la télé au lieu que quelqu'un adapte une de tes pièces? Écrirais-tu une télésérie? Il y avait une des conditions sine qua non à la question d'adaptation de La nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée, c'était que je n'adapte pas.
ça fait pas partie non plus. À l'âge que j'ai maintenant, la télévision n'a jamais été pour moi un désir. Jamais. Ça fait pas partie de mes ambitions. Moi, je suis un homme de scène. On dirait que c'est des fois... Pourtant, tu as adapté des scénarios pour des oui, j'ai pièces en adapté des scénarios, puis je peux avoir cinématographiques. maintenant de réflexion sur ça, Ouais. sur qui était... dans le sens que il y a beaucoup de lumière face au cinéma, dans le sens que c'est très attirant, puis de dire « Oh mon Dieu, à l'époque, tu sais, c'est quand même jouer dans les petits théâtres, bang, ils me prennent ma pièce, puis on l'adapte au cinéma, t'as l'impression que c'est de mesurer et tout ça. » Mais sauf que le processus d'adaptation est extrêmement difficile parce que tu deviens le premier traître de ton œuvre. Dans le sens que tu as beau dire que tu vas la respecter, que tu vas... Mais non, finalement, c'est... Oui, objectivement, tu en donnes un autre sens, t'en donnes... Mais il n'en demeure pas moins que tu te dois d'être au service de la réalisation. Puis de raconter autrement. Oui, mais tu es au service de la réalisation. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre du réalisateur. Les Feuilluettes sont devenues les Feuilluettes de Michel-Marc Bouchard, l'Élise de John Grayson, les Musorphelines de Michel-Marc Bouchard, les Musorphelines de Robert Favreau. Ouais. Je pourrais continuer comme ça, Thomas Laferme de Xavier Dolan. Tu es là au service d'une réalisation, ce qui fait que au théâtre, l'auteur est un peu roi et maître. Fait que la transition entre le scénario et le réalisateur est beaucoup plus forte, ou du moins troublante, qu'entre le dramaturge et le metteur en scène. Oui, puis je pense que c'était absolument, parce que là, tu as une proposition... Au théâtre, la parole est action, mais au cinéma, c'est pas nécessairement le cas. Puis en plus de ça, ben, on pourrait en parler pendant des heures. C'est qu'il y a aussi des faux amis, dans le sens qu'on pense qu'une réplique de théâtre est tellement forte qu'on va la retrouver au cinéma. Non, parce que ça va avoir l'air d'une réplique dans la bouche d'un personnage réaliste. Alors, ce qui fait que tout ça... puis la réalisation, c'est aussi... Comme il y a quelqu'un chez vous dans ta maison qui est en train de changer la couleur des murs, changer la place du sofa, qui est en train de transformer la salle de bain en piscine. C'est comme, bon... Alors, cet exercice-là, je l'ai fait. Mm-hmm. Jusqu'à me demander s'il n'y avait pas, sous des prétextes de je veux continuer à prendre une marche avec mes personnages, s'il n'y avait pas aussi un petit peu de surcontrôle. J'ai eu cette pensée-là il y a 20 secondes dans ma tête. S'il n'y avait pas une façon aussi d'être très protecteur par rapport... Alors que, quand est arrivée la proposition de l'adaptation de Laurier-Gaudreault, moi, je disais ça à une seule condition, je n'adapte pas. J'y touche pas. Je crois que dans mon souvenir, Thomas Laferme, pour le cinéma, t'avais... On a co-scénarisé. Voilà, avec Xavier. Mais je veux dire que Xavier a beaucoup pris le lead, et tant mieux. Ouais. Mais après ça, j'ai fait l'adaptation de La Divine Illusion, qui est en processus de financement. Mais après comme ça que je vais le revoir, donc, La Divine Illusion. Peut-être pas sur les planches bientôt au Québec, mais peut-être au grand écran. Cinéma, ouais. Mais maintenant, c'est dorénavant, non. Je ne touche plus à ça. OK. La décision est prise. Est-ce que tu es du genre heureuse. À tenir ces décisions-là? C'est heureux. C'est vraiment heureux, là. Je me suis trop torturé, là. C'est un soulagement. Puis en plus de ça, c'était comme... J'ai l'impression... J'arrête pas de le dire, je vieillis. Et il y a des affaires qu'on doit, être fin avec soi-même quand on vieillit. Puis ça a fait, je l'ai fait. Comme exemple, Embrasse, j'ai fait le parcours. Si quelqu'un a envie de le continuer dans un autre médium, bravo. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a encore un peu un contrôle, là. Ça va dépendre aussi quelles sont les avenues, qui va le faire, etc. Mais je pense avec Xavier, je suis en bonne... Entre bonnes mains. Entre très bonnes mains. Donc, c'est plus souffrant de laisser un scénario entre les mains d'un réalisateur, mais n'empêche que dans les premières fois où tu as laissé tes textes de théâtre entre les mains de metteurs en scène, ça devait faire un peu mal aussi? Non? C'était André Brassard, ça faisait pas trop mal. Okay. C'était comme au contraire. Je découvrais un paquet de choses dans mes textes. Et en plus de ça, servi avec des metteurs un metteur en scène exceptionnel qui allait chercher les meilleurs acteurs. Ça fait que c'était au-delà, même, si on peut dire, de mes espérances. L'abandon au théâtre n'est pas la même chose que... Est-ce qu'il est doux, l'abandon Le film, au théâtre? il va y avoir une seule interprétation, je m'excuse. C'est vrai. Elle est figée. Ouais. Le théâtre, ça va se passer à soir. Ouais. Et ça va se passer, je veux dire, j'ai vu mes pièces monter dans je ne sais pas combien de pays, avec des castings qui étaient même physiquement porteurs de leur propre culture, de leur propre espace.
Et ce qui fait que c'est formidable. C'est toujours... Je ne vais pas dire que le cinéma, c'est mort. C'est pour ça que je dis... Et d'ailleurs, en passant, tout ce que je dis est très personnel. Hein? Il n'y a pas de mode d'emploi dans ce que je suis en train de dire. Mais n'en demeure pas moins que le théâtre est quelque chose, oui, dans son abandon, mais c'est un abandon qui est tellement vivant. Il y a des fois que c'est très mauvais. On s'entend, là? Maintenant, j'ai comme des censeurs, pas aller me mettre dans la gueule du loup et d'aller voir des productions qui sont mauvaises. Parce que c'est très souffrant, parce que quand tu es sur place, n'oublie pas, ce sont tes seuls amis pendant la semaine que tu vas passer là. Et le show n'est pas bon. Et en plus de ça, ils t'ont fait une feuille d'entrevue, de presse et tout, et tu as vu le show. Fait que c'est comme à un moment donné, je ne vais plus jamais être dans cette situation-là. Défendre une adaptation... Ce qui fait que j'évite les premières, j'y vais souvent quand c'est bien, bien bon, là, les dernières ou les reprises. Et comment tu décides que tu permets à une production étrangère avec des artistes que tu ne connais pas nécessairement de prendre ton œuvre, ton texte, puis de la monter? Maintenant, avec Internet, tu es capable d'aller voir... si le metteur en scène cumule 132 mauvaises critiques sur son travail ou encore c'est quoi la compagnie. Puis des fois, c'est vraiment des gestes du cœur aussi. Une petite compagnie à Guadalajara qui veut absolument, puis tu regardes ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de moyens, mais à quelque part, c'est des bons acteurs. Et ça fait, il y a beaucoup de productions qui finalement rapportent très, très, très peu en droit d'auteur, mais qui rapportent au niveau humain, au niveau de la diffusion de l'œuvre. Puis tu parlais tantôt que le théâtre, quand il est repris ailleurs, peut être porté de la culture... Il est souvent porté de la culture. Les Feluettes avec les Japonais, ça n'a rien à voir avec les Feluettes en Afrique du Sud ou encore aux États-Unis. Puis il est même arrivé quelque chose de particulier en 2019 et en 2020. La traduction brésilienne et l'adaptation avec la culture du Brésil de Tom à la ferme, non seulement ça a été monté là-bas, mais ça a été produit au Québec à 2 reprises. Invité. Oui. Mais c'est quoi la... Ah, tu veux dire la production brésilienne a été invitée. Oui, c'est ça. C'est que les Québécois qui ont possiblement connu ce texte-là dans leur langue ont accès à cette même œuvre vue sous la lorgnette brésilienne, mais chez eux. C'est quand même un peu particulier. Comment tu as vécu... je pense que tu l'as vu à Rio de Janeiro. Ensuite, tu l'as revu à Montréal. Est-ce que c'est le même feeling ou c'est un peu spécial ici? Moi, j'ai initié cette invitation-là en disant Martin Fauché, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Il disait pourquoi? J'ai dit autant que le FTA se veut, être pédagogique. Nous entendons parler de nos productions à travers le monde, mais nous ne les voyons jamais. Nous ne voyons jamais qu'est-ce que c'est qu'une culture théâtrale qui reprend une partition scénique, qui est un texte, et qui en fait sienne. Parce qu'il n'y a pas une production à l'étranger qui sont là, on monte une pièce québécoise. Non. Ils montent une pièce. Ils sont pas là comme étant... C'est pas des gens, donc, délégués par l'ambassade du Canada ou la délégation du Québec pour faire une production québécoise. C'est pas pour célébrer notre culture qu'ils font ça. Absolument pas. C'est parce qu'il y a quelque chose, des enjeux qui sont pour eux les mêmes. Ils font pas de l'ethnologie, du tourisme ou de la décoration. Ils font vraiment... ça dépend des fois des productions des Feluettes, mais il n'en demeure pas moins qui sont là. Ils répètent 3 mois une pièce. Ils financent ça pour présenter cette histoire-là à leurs semblables. Il n'y a pas de Québécois dans la salle. C'est pour ça que, pour moi, la venue de Tom à la ferme, Tom na Fazenda, était capitale de montrer comment ce que nous sommes rejoint quelque part aussi l'universel. Moi, j'ai vu la version québécoise au Théâtre d'aujourd'hui. J'ai vu 2 fois la version brésilienne parce que je connais bien l'acteur Armando qui jouait dedans, puis qui a participé à la traduction, à l'adaptation. Est-ce qu'il y a des choses pas que tu as apprises, mais leur vision sur Tom à la ferme, est-ce que ça mettait en lumière certains éléments différents de la version québécoise? Je dirais que ça m'a aidé à marteler une opinion que j'ai souvent. C'est comme, mais pourquoi vous parlez vite? Pourquoi vous dites les textes si vite? Pourquoi vous ne jugez pas, vous ne questionnez pas l'espace entre 2 répliques? Je suis un auteur qui crée aussi du silence. Ouais. Il n'y a rien de plus beau que le silence au théâtre. C'est un des derniers lieux où il y a un silence avec 800 personnes, 500 personnes, 300 personnes. Je vais continuer. Eux, ça le permettait plus? Ils se sont permis énormément. Il y avait énormément d'espace, de regard. Et aussi,
le rapport au corps. Ouais. Je dis souvent ici, et en Europe particulièrement, en France, la tête, le corps sert à déplacer une tête. Ça fait non, le corps elle doit être partie prenante du langage dramaturgique, du langage scénique. Et ça, puis ce qu'il nous montrait aussi, c'est qu'on on se veut une grande ville de danse. Ouais. On dirait que la relation théâtre-danse, au niveau des interprètes, on dirait que, je sais pas, est où? Ouais. Il y a des tentatives, il y en a qui le font, tant mieux, puis j'espère qu'on va en avoir de plus en plus, où on questionne le langage du corps Ouais. et comment peut-il être en continuité, en extension avec le langage textuel. Ça apportait beaucoup de choses, entre autres, une charge de brutalité encore plus grande. Moi, ça m'a rentré dedans autrement. Je ne veux pas grader qu'est-ce qui est meilleur ou pas, mais est-ce que tu as senti cette brutalité plus présente dans la version brésilienne? Absolument, parce que ça, en passant, ils se sont blessés quelquefois. Ouais, hein? Non, mais c'était très, très, très fort, très puissant au niveau, mais je trouvais qu'ils arrivaient dans l'ADN de l'écriture, qui est mon théâtre est violent. Mon théâtre parle de la violence, de l'héritage de la violence. Mm. Dans Embrasse, il y a quand même une scène d'automutilation. C'est comme, bon, ça fait partie de mon langage, ça fait partie de ce que je questionne, Ouais. la violence dans notre société. Mais je la mets sur scène et je mets cette violence-là entre les personnages d'une façon extrêmement physique et brutale. Il y a toujours eu ce que j'appelais le tatouage de cette violence-là dans presque tous mes personnages, qu'ils soient physiques, intellectuels, psychologiques. Alors, quand je voyais la production des Brésiliens, j'étais vraiment très ému de voir jusqu'à quel point ils allaient, mais dans ce langage-là, qui est un langage d'amour, de quête d'amour. Ironiquement, tout ça se jouait, puis tu as toi-même évoqué une Et puis en passant, on oublie la dimension de la sensualité. On n'apprendra pas aux Brésiliens à être sensuels. Non, Ils l'ont. tout à fait. Puis les Japonais qui montrent les feluettes, ça montre quoi sur tes mots, sur ta pièce? Japonais, c'est la chose que j'arrivais... la pièce va être reprise encore par la même compagnie parce qu'elle fait partie du répertoire. Ça veut dire que ça va être la 4e génération des feluettes qui va être jouée au Japon. Mais eux autres, pas de problème, ils peuvent la jouer. Fait qu'il faut que j'aille à Tokyo pour la voir. Oui, ils ont quelque chose dans le jeu. Tu dis, ils bougent pas, mais ils ont des racines. Je sais pas comment dire ça. Le côté très droit, très appel aux cieux, mais comme ils sont tellement, je sais pas. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Et c'est comme, même s'ils bougent peu, il y a comme quelque chose dans le jeu qui fait, ben, c'est des arbres. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a eu quelque chose de très étrange au Japon. Moi, je suis allé lorsqu'ils ont fait la 3e reprise. Après, il y avait comme le public, majoritairement des femmes. Je dirais 95% des femmes. C'était zéro le ghetto LGBTQ du Japon qui allait là, donc. Ah, 0-0. Et d'ailleurs, moi, on m'a demandé de prendre la parole. Alors, j'ai parlé un peu à ce moment-là. C'était formidable qu'au Japon, il y a quand même une société un peu ouverte pour voir ça, téléspectateurs, que bien des pays. Et finalement, je m'apercevais que on dirait qu'il n'y avait pas de réaction à ce que je disais. Et quelqu'un me dit, Michel Marc, les gens ne viennent pas voir les feluettes pour la dimension d'amour entre des garçons. J'ai dit, c'est quoi? Ils viennent voir des hommes avoir des sentiments. Et c'est pour ça que c'est si populaire. Ils viennent voir des hommes exprimer de l'amour, de la colère, de la peine, de l'affection, de la tendresse, de la jalousie. Alors que dans la société japonaise, alors c'était formidable. On apprend beaucoup aussi dans comment les pièces sont reçues. Tom à la ferme à Kiev, en Ukraine, où tu te fais dire, ben, c'est pas le rapport nécessairement entre les deux gars qu'on vient voir, c'est le rapport sadomasochiste entre la Russie et l'Ukraine. C'est comme, c'est formidable de voir comment les lectures sont... Révélatrices. On parlait de Thomas Lafemme tantôt au Brésil, mais eux l'ont monté avec la nécessité en disant, il y a plus d'1 meurtre par jour contre quelqu'un de la communauté LGBT. Et c'est ça qui nous pousse à monter, à montrer aussi cette violence-là. Le Brésil est le pays avec le plus haut taux de crimes haineux LGBTQ dans le monde. Absolument. Je ne nommerai pas d'autres pays, mais on peut penser que c'est ici, mais non, c'est au Brésil. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Afrique, mais... Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres de tes pièces qui sont montées au Japon?
Il devait y avoir une production de Tom à cause de... Puis en plus de ça, c'était intéressant parce qu'il il allait le monter dans un théâtre no. Et selon la tradition no, il y a le personnage qui est mort, il le représentait. Le spectre était là, dans la représentation. Mais à cause de la pandémie, beaucoup, d'ailleurs, un peu partout au monde, il y a plein de structures qui sont tombées. Donc, ça soit qu'ils n'avaient pas d'aide étatique, ou soit que... Fait que peut-être que ça ne verra pas le jour. On verra. En 2018, je me souviens que chez Duceppe, il y a eu une reprise du Chemin des passes dangereuses. Tu es habitué, on en parle depuis quelques minutes, ailleurs dans le monde, au Québec, qu'il y a des reprises. Est-ce qu'il y a des textes, sans vouloir dire qu'on les retire de la circulation, que tu trouves qu'ils ont mal vieilli? On dirait que tu fais un lien avec le chemin. Qui ont mal vieilli. Je dirais que, par mon expérience, s'il y a un véritable enjeu dramatique, un texte ne vieillit pas. C'est le regard qu'on porte sur lui qui change. Ouais. Sans être prétentieux, est-ce que les pièces de Tremblay ont vieilli? Je ne crois pas. Est-ce que Tchekhov a vieilli? Est-ce que Brecht a vieilli? Mais j'ai déjà entendu Michel Tremblay dire « Telle pièce, j'aurais aimé ça qu'elle soit pas remontée. » Ça dépend qui la montrera. C'est une partition, hein? C'est une œuvre inachevée. Et à quelque part, si un metteur en scène a soudainement une lecture insoupçonnée sur notre texte, je pense qu'il peut demeurer encore actuel. En 2019, on s'était revus pour une autre entrevue dans la presse. On s'est vu souvent. On s'est vu plein de fois. Puis on parlait de ton rapport justement à ton premier texte ou tes débuts en théâtre. Puis tu m'avais raconté que quand tes parents avaient assisté à une représentation montréalaise des Feuilluettes, ils avaient le sentiment d'assister à un combat de boxe avec leur fils dans le ring. Explique-moi si tu comprends le sentiment qui les a habités. Bien, c'est normal, nos parents sont protecteurs, nos parents sont... Alors, c'est sûr que pendant la représentation, mon père avait tendance à plus regarder qu'est-ce qui se passait, voir si le monde aimait ça, parce qu'ils ont envie qu'à quelque part, que leur fils soit aimé, qu'il ne soit pas vilipendé, qu'il ne soit pas... et que le monde aime ça. Ça a été plutôt avec ma mère... La relation, le déjeuner le lendemain qu'elle a vu les Feuilluettes, elle a dit, mais... Pourquoi est-ce qu'il valide-tu sa mère? Pourquoi il étrangle sa mère? Ben, là, je commence à tomber dans un concept philosophique en disant, ben écoute, c'est comme je pense que tout adolescent se doit... Puis c'était déjà dans les Muses orphelines, tu sais, dans le sens que, quoi, c'est venu après, mais ce qui est beau dans une famille, c'est savoir aussi l'abandonner. Et ma mère a dit, non, elle dit, pas ça ma question, mais elle dit, pourquoi tu m'as tué? Alors, ça a été une très bonne discussion après, en disant, ben, il fallait, à quelque part, m'exclure pour mieux vivre et pour mieux revenir aussi du noyau familial. Est-ce qu'elle a l'impression de se retrouver dans tous les personnages de mère que tu écris? Je dirais pas, non. Je dirais pas. Mais ça, c'était quand même flagrant. C'était une des premières pièces où là, c'est flagrant, tu sais, dans le sens Valier étrangle sa mère parce qu'elle lui demande en plus. C'est pas, il se refuse à le faire, mais finit par le faire. Tu sais, c'est un geste presque... c'est un geste de suicide assisté. Ouais. Fait que t'as pas, à chaque fois qu'il y a une pièce qui est montée, à mettre en contexte avec ta mère. C'est pas quelque chose qui est régulier, qu'elle se voit à travers une figure maternelle dans ton théâtre, puis que tu dois remettre les choses en perspective. Vous n'êtes pas là à chaque fois. Non, on n'est pas là à chaque fois. Okay. Parce que tant qu'à ça, Laurier Godreau, écoute, ils sont là pendant 2 heures sur le cadavre de la mère. Ça fait que c'est comme... Mais c'est sûr que j'ai un rapport quand même assez puissant avec cette figure. Figure maternelle. Oui. Puis, dans tes débuts, tu écrivais, tu jouais, tu mettais aussi en scène tes propres textes. Oui. Pourquoi t'as arrêté? Est-ce que c'est un peu comme on disait au début de notre discussion, que dans le temps, on te disait, tu fais une chose et pas l'autre? Bien, je trouve que en 2000, j'ai monté une pièce chez Duceppe qui s'appelait Sous le regard des mouches. Et ça a été ma seule mise en scène à Montréal. Ça a quand même pas mal été. Sauf que pendant tout le processus, j'étais là, il me manque quelqu'un. C'est soit il me manquait le metteur en scène, soit qu'il me manquait l'auteur. Ouais.
Je trouve que monter sa propre pièce, en tout cas, dans mon cas, c'est pas un mode d'emploi, monter sa propre pièce, c'est quelque chose de très volontaire, dans le sens qu'on est en train de montrer ses répliques. Est-ce qu'on est apte à fouiller l'inconscient de son propre inconscient? Et de ce sens-là, j'ai eu la chance, dans mon parcours, d'avoir les meilleurs metteurs en scène qui arrivaient, finalement, à fouiller cette part d'inconscient. Et à trouver d'autres couches de sens. Absolument, d'autres couches esthétiques, alors que c'est normal, l'auteur écrit avec ses propres ambitions, mais lorsque tu mets ça en 3D, c'est formidable lorsque c'est quelqu'un d'autre qui le met en 3D. En tout cas, moi, j'ai trouvé un méchant plaisir. C'est pas quelque chose non plus que tu t'imagines refaire, de mettre en scène tes textes. Non plus. Ou mettre en scène quelqu'un d'autre? Est-ce que non. Non? Bien, c'est sûr qu'il y a des shows, il y a des textes que j'aimerais mettre en scène parce que j'ai une vision très claire de ce que je ferais avec, mais c'est pas les miens. OK. Puis, dans tes premières années professionnelles, il y avait aussi déjà de l'enseignement, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que, depuis, on va dire, 15 ans, est-ce que tu enseignes l'écriture dramaturgique? Est-ce que ça t'arrive? J'enseigne à l'École nationale de théâtre. Puis tu vis comment, ce rapport-là? Extraordinaire. Je trouve que c'est plus moi qui prends qu'eux qui prennent. Ben écoute, où est-ce que je peux avoir la possibilité d'être en relation un peu continue avec les jeunes auteurs? Avec leurs préoccupations, avec leur vision du monde, avec leur vision esthétique, et en même temps, ben moi, je considère que ce que j'offre, c'est une classe de maître. J'arrive pas avec... Voilà, j'ai toute l'histoire de la littérature avec moi, toute l'histoire de la dramaturgie. Non, non, non. Moi, c'est une approche empirique que j'ai et que j'essaie de leur transmettre. Alors, ce qui fait que c'est une relation qui est très, très puissante. Quand tu discutes avec eux, quand tu les lis, tu les conseilles, comment tu reconnais un talent? Je ne conseille pas, je critique. OK. C'est quoi la nuance pour toi? La différence, je ne lui dis pas tu devrais faire comme ça. Non, je critique. Voici une ça, faiblesse. C'est génial, ça, c'est pas bon. Trouve une solution. Arrange ça, ou c'est ennuyant, ou on est dans une relation très... Écoute, ça a l'air un peu fermé, ce que je viens de dire. Je m'excuse pour la dernière phrase. Je ne dis pas que c'est ennuyant. Je le dis juste que c'est pas clair où est-ce qu'on s'en va. Parce que conseiller, je trouve là, quelque part, là, on devient patriarcal. OK. Dans le sens que conseiller, on ne conseille pas. Puis dans toutes ces relations-là, tous ces échanges-là, comment tu reconnais un talent brut? Bien, si j'enseigne à l'École nationale, je dois dire que je fasse pas mal à des talents bruts, qui encore la majorité de la cohorte travaillent. Ils sont des auteurs aguerris, ils sont des auteurs qui gagnent des prix, qui maintenant, même eux, enseignent. Je ne suis pas jeune, hein? Et de ce sens-là, c'est formidable. L'École nationale est un privilège pour les jeunes qui sont là. Écoute, je veux dire, on parle de cohorte. Chaque année, c'est 2 étudiants avec une panoplie de profs. Alors, ils travaillent énormément. Ils écrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, ils se forgent en tant que la particularité de leur écriture. On est là pour aussi les amener vers ce qu'ils ont de plus personnel. Donc, il n'y a pas eu énormément d'étudiants à travers les années, puisque c'est 2 à la fois. Mais... À vrai dire, on enseigne souvent à la 2e et la 3e année. Ça veut dire qu'on a 4 étudiants. Ouais. OK. Puis, je comprends que comme ils sont si peu à être admis, qu'ils sont tous des talents très, très forts, je ne sais pas donc si ma question se pose, mais entre guider un diamant qu'il faut polir ou un talent qui demande énormément de travail pour éclore, qu'est-ce que tu préfères? Je dirais qu'il y a beaucoup une question de résultante dans ta question. On n'est pas à l'école, on n'est pas là. On ne parle pas d'après. On le parle de maintenant. Alors, de ce sens-là, on chemine avec chaque couleur, la couleur de chacun, avec les préoccupations de chacun. Ou des fois, j'ai tendance à les faire quitter un peu ça. D'ailleurs, mon cours est très particulier. Mon cours se donne dans tous les musées d'histoire de Montréal. Ça fait que ça s'appelle... je ne commencerai pas à définir tout le cours au complet, ça va être interminable. Mais ils ont à faire des exercices suite aux visites dans les musées d'histoire. Premièrement, je découvre souvent qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances dans l'histoire. Et tant mieux, c'est une façon complètement... chaotique de l'apprendre. Parce que tu vas dans un musée, puis là, finalement, ben, il te manque un bagage pour essayer de tout comprendre. Mais comme on en fait plusieurs, à un moment donné, ils arrivent à se bâtir
un parcours, du moins, de l'histoire et de Montréal et du Québec Ouais. et du Canada, de l'Amérique, des communautés des Premières Nations, etc., etc. Ils arrivent même à comprendre pourquoi les rues ont tel nom. De voir quelque part aussi notre cohabitation avec le monde anglophone, le monde francophone, particulièrement à Montréal. Alors, ils arrivent à travers ça à quitter, si on peut dire, l'anecdote, quitter la contemporanéité. Ils vont toujours y La petite revenir. histoire. Mais de dire, tu as beau écrire ta vision de Jeanne Mans, il va demeurer que ça va être une vision contemporaine, ce que tu vas faire. Et tant mieux si tu te sers de Jeanne Mans pour arriver à parler de quelque chose qui te préoccupe. Mais c'est intéressant parce que c'est un véhicule, un objet, une transposition, une poésie. Moi, d'ailleurs, je les trouve des fois plus poétiques lorsqu'ils ont à s'adresser à un événement historique que des fois de parler de Here and Now. Puis ça fait des années que tu enseignes, mais que penses-tu des plumes autodidactes en théâtre? Et pourquoi pas? J'en suis une. Ouais, J'ai été refusé à l'École nationale. c'est ironique. Ben oui, c'est ironique. Sans audition. D'ailleurs, j'ai eu le prix Gascon Thomas, qui est le prix annuel qu'on décerné à quelqu'un qui a marqué, on veut dire, et j'ai décerné par l'École nationale, et j'ai apporté ma lettre De refus? que j'ai déchirée. Ah non! Est-ce que ça les a fait rire? Ça les a un peu insultés? Ben écoute, il n'en revenait pas. Non, j'ai le droit à une grosse ovation. Alors, ce que je pense, il y a des écrivains il y a des écrivains de théâtre qui n'ont pas eu à avoir toute cette formation-là, et tant mieux. N'oublions pas quand même que je suis allé faire des études en dramaturgie à Ottawa. Ouais. Et là, si je te parle d'un journaliste qui écrit des romans, qui fait de la poésie, parfois de la biographie, et qui aimerait un jour essayer la dramaturgie, ça te fait quoi d'entendre quelqu'un qui veut essayer autant de formes? Est-ce que tu te dis, puis là je parle de moi, que je vais m'éparpiller, ou tu crois qu'on peut être pertinent dans plusieurs formes et maîtriser plusieurs formes? Jean-Paul Sartre disait « L'écrivain se doit d'explorer tous les espaces d'écriture ». Et de ce sens-là, moi, j'ai aucun a priori par rapport à ça. Dans le sens que même quand tu dis d'essayer, de tenter, c'est enlève le mot essayer, puis enlève le mot tenter, écrit. Ouais. Je pense que... Mais par contre, après ça, ce que tu auras écrit, sera-t-il reçu? Sera-t-il joué? Sera-t-il... Là, c'est notre paire de manches. Ouais. Mais il n'y a pas personne qui va te dire celui qui va te jouer ou celui qui devrait être produit ou celui qui devrait être monté. S'il n'y a rien d'écrit, je m'excuse, ça n'existe pas. Mais t'as donc pas le réflexe de te dire, mon Dieu, arrête de t'éparpiller, puis choisis une ou deux formes. T'es pas du tout là-dedans. Oh mon Dieu, non. Écoute, je fais de l'opéra, Ouais. j'ai fait du scénario, de la scénarisation, j'ai été directeur d'exposition muséale, je fais du théâtre. Non. Tout à l'heure, quand je parlais de la prose, c'est quelque chose qui, je trouve, c'est un défi. Et il faut au moins que je commette une fois dans ma vie cette chose. Ouais. Mais dans ma tête, je me fais pas, je m'éparpille, mais je trouve que ça devrait pas exister, ça. Parce que chez moi, il y a non seulement l'envie d'essayer plusieurs formes, mais aussi que j'adore le théâtre. Pendant des années, j'allais voir 3 à 5 pièces par semaine parce que je suis né et j'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue et ça adonne que j'ai pas vu de théâtre pendant 17 ans. Il n'y a pas. Le théâtre ne circule pas au Québec. Très peu. Puis ensuite, je suis allé vivre dans ta région natale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour mes études en journalisme. J'ai vu 1 ou 2 pièces en 3 ans. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, je voulais me rattraper. Malgré mon maigre salaire de jeune vingtenaire, j'allais voir 25 pièces par année. Et ensuite, c'est devenu 75 ou 100. Donc, j'en ai vu beaucoup. Toi, est-ce que tu es un grand consommateur de théâtre encore aujourd'hui? Est-ce que tu vas beaucoup? J'en vois beaucoup. Ouais. J'en vois beaucoup. Je ne peux pas tout voir. J'essaie quand même de me limiter de sortie, là. Ouais. Parce qu'oublions pas, il y a l'opéra, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a plein de choses. J'essaie 2 fois par semaine. Et c'est... 2 fois le théâtre ou 2 sorties Écoute, artistiques? les dernières semaines, il y a eu beaucoup... qu'est-ce que tu veux? On sort de cette espèce d'isolement, là. Ce qui fait que, il y a plein de projets de théâtre extraordinaires. Ça fait que c'est dur de ne pas y aller. Fait que, oui, j'y vais. Je pense pas que je suis un bon spectateur. Pourquoi? Moi, je suis terrible.
terrible. J'en ai eu tellement vu que ce qui Les fait que... critiques. oui, mais j'ai vu plein de bonnes choses depuis le début de la saison. Pourtant, Ben, quand c'est bon, c'est bon. quand tu parlais de ton rapport à tes étudiants, je suis sûr que tu es très franc, mais je sens aussi beaucoup d'affection Oui, envers eux. absolument, mais ça fait partie de... La notion de franchise fait partie pour moi d'une question c'est un laboratoire extraordinaire lorsque tu es à l'école. Et c'est à l'école, à quelque part, qu'on doit le plus être franc, parce qu'on s'entend, pas violent, franc. Mhm. Et de ce sens-là, c'est ça qui est le plus formateur pour moi. En passant, je ne suis pas quelqu'un de violent, même... T'es à pas quelque part. tyrannique, là. Non, mais je peux être très moqueur. Mm. Je me rappelle, il y a un exercice, pour l'anecdote, je sais pas, où mes étudiants avaient fait je sais pas, le travail 4 et 5, mettons. Puis, je suis revenu sur le travail 5. Puis 4, l'approche critique, tout ça. Puis, je demande aux autres aussi de participer à cette approche critique-là. Puis, à un moment donné, le cours est terminé. Ils ont dit, oui, mais on ne parle pas du travail 4. Je dis, écoute, c'est tellement gênant ce que vous avez écrit, là. J'ai tellement pas de temps à perdre, là. Puis là, j'ai juste fait un résumé de chacun. Êtes-vous fiers de ça? Ils ont fait, non, pas vraiment. Ben, j'ai dit, on ne reviendra pas. Eux autres n'en revenaient pas. On n'est jamais revenu sur le travail 4. Si un journal te proposait ou un magazine d'être critique de théâtre, Non. Non, 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 non. comme moi je me refuse de critiquer la littérature, tu te refuserais de critiquer le théâtre. Et tes pairs. Non, je sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé des fois un peu compliqué ceux qui passaient des deux côtés de la clôture, là. J'ai arrêté de le faire d'ailleurs. Ouais, puis c'est un métier critique. Ouais. C'est un métier. C'est pas, non. Tout à l'heure, tu parlais d'un besoin de ralentir pour du moins une courte période, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et qui vont se produire peu à peu. Est-ce que tu peux me donner un aperçu en terminant de ce qui attend le public d'ici et d'ailleurs par rapport à ton œuvre? D'ailleurs, les choses repartent présentement. Beaucoup de tomes à la ferme, et étonnamment dans les pays de l'Est. Et je trouve ça fabuleux. Roumanie, Mm. la Pologne. Déjà, la Pologne de monter à Varsovie, présentement, tome à la ferme avec tout ce qui se passe au niveau de l'anti-mouvement LGBT. Ouais. En Russie, imagine même à Saint-Pétersbourg, Et là là. il y a des muses orphelines toujours un peu partout. Après ça, ouais, beaucoup de tomes des muses. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est comme je suis en train de parler d'une vente de char. Ici, ben, ce qui s'en vient de très gros, c'est l'Opéra de Montréal, La beauté du monde, Au printemps. sur une musique de Julien Bilodeau. C'est un opéra immense, dont on est très fiers. C'est magnifique ce qui a été fait. Ensuite, pendant la pandémie, j'ai écrit 3 monologues. OK. Et je les ai écrits pour moi, sans promesse de production, sans rien vraiment. Et il me reste encore à les retravailler, les peaufiner, mais on verra bientôt. Pour toi, donc, ce serait toi qui les livrerais sur scène? Non, 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 non. Non? Non, non, non. Non, non, non. J'ai pas l'âge des personnages. Ce serait quoi alors? C'est 3 monologues. Un s'appelle... Ben, ça part d'une image très simple. Le premier monologue, c'est quelqu'un qui est très, très, très beau. C'est sur le narcissisme. Et sa mère, tout va partir de cette phrase-là. Sa mère vit un problème de cécité précoce. Et pendant qu'il parle, il raconte l'événement, elle lui dit « Pardon, je t'écoute plus. » Elle dit quoi? Elle dit « Depuis que je ne te vois plus, j'ai l'impression que tu es ennuyeux. Mm. Et peut-être l'as-tu toujours été. Mais je t'aime. » Et là, lui est complètement troublé par rapport à ça et découvre que son environnement, tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a, et s'en rend compte de façon consciente alors il pratiquait presque d'une façon inconsciente, tout est basé sur le narcissisme, tout est basé sur sa beauté. Mhm. Et s'ensuit quelque chose de tragique. OK. Qu'on découvrira dans les 2e et 3e monologues. C'est comme des pièces qui s'imbriquent. Puis l'adaptation télé de Laurier Gaudreau, est-ce que c'est pour l'hiver, le printemps? C'est prévu, je pense, à l'automne 2022. OK. Ouais. Puis aussi le développement de l'adaptation au cinéma de La Divine Illusion. Oui, un autre projet aussi avec Léa Poul qui s'appelle L'habit du héros, qui est un scénario original. Puis toi qui prends une pause, c'est 6 mois ou c'est 4 ans? On verra. OK. Oui, on verra.
Ben là, j'ai mon autobiographie à écrire. C'est là, vrai, pour les 6 prochaines pour années. les 6 prochaines années. Je vais dire une phrase en blague là, qui va avoir l'air tellement prétentieuse, mais si tu as besoin de conseils, tu m'appelleras. Je t'appellerai. Tu seras critique, pas conseil. Oui, je suis super franc aussi. Merci beaucoup, Merci Michel Marc. beaucoup, merci.